c'est à toi. Alors, Lucas, Hop, c'est bon. Pardon, je n'avais pas parfait. activé. Hop. Donc, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être là pour du coup, ce second webinaire donc, dédié aux déchets de restauration et avec une focalisation, bon, évidemment, je pense que vous vous en doutez, sur les biodéchets. Donc oui, comme l'a très bien dit Paul, il n'y a aucune hésitation pour me couper, etc. Peut-être que des fois, je ne répondrai pas parce que la réponse serait présente dans des slides ultérieurs. Mais voilà, on est vraiment dans de la participation, il n'y a pas de problème. C'est un sujet large avec beaucoup de possibilités. Donc, vraiment, je pourrais pas tout couvrir, mais vos questions me permettront d'être plus précis sur vos préoccupations, justement, bien plus précises. Vous voyez très bien mon écran, vous ne voyez pas le nom de présentateur, pardon. Très bien, on voit parfaitement. Ok, c'est parfait. Donc, alors, petit rappel, j'ai vu qu'il y a des personnes qui étaient là la dernière fois, mais effectivement, un petit rappel quand même. Donc, les déchets de restauration, c'est aussi les biodéchets, mais pas que. Donc, je fais ce petit rappel-là qui fait que tout établissement, se doit de faire le tri des 5 flux depuis 2016. Donc, tous les matériaux recyclables doivent être triés. Effectivement, dans les déchets de restauration, on va retrouver en fait les 5 flux réglementaires qui sont le papier, carton, le plastique, donc notamment les emballages. Le papier et carton qui sont aussi majoritairement des emballages, que ce soit les emballages tertiaires, secondaires, plus rarement primaires, mais ça se développe. Le métal, donc le métal, les déchets de restauration, ce sera pas mal sur les conserves. Je sais qu'il y a certains établissements, certaines restaurations collectives qui vont avoir beaucoup de conserves. Il y a aussi des solutions. On pourra en parler, j'en parle pas beaucoup, mais il y a des solutions sur des compacteurs et aussi sur de la revente des métals, de ces métaux, peuvent permettre aussi un apport budgétaire, mais bon, ça varie en fonction de votre localisation et d'un collecteur potentiel. On va avoir le bois qui peut être présent notamment sur les palettes, bon, même si je sais que les palettes, d'une manière générale, c'est souvent bien traité, mais c'est quand même possible dans les déchets de restauration. Évidemment, le verre, qui lui aussi va être présent. C'est assez variable entre toutes les différentes restaurations collectives, mais c'est vrai qu'on peut retrouver les 5 flux, majoritairement 4, et effectivement, il faut savoir que c'est réglementaire depuis 2016, mais c'est aussi extrêmement dépendant des flux qui ont été mis en place par l'établissement lui-même. La restauration peut rarement en fait mettre en place ces 5 flux uniquement pour ses propres déchets et généralement est dépendant des flux, des filières qui ont été mises en place par l'établissement dont il dépend. Donc évidemment, cette obligation, elle s'applique lorsque les déchets sont collectés par un prestataire privé ou lorsque c'est collecté par un service public et dont le volume est supérieur à 1100 litres semaine. On utilise des litres et pas les tonnages, effectivement, parce qu'on va utiliser le nombre de GRV, généralement, et non pas le tonnage, étant donné que les services publics de collecte ne vont pas peser vos déchets. Enfin, ça dépend. Maintenant, vous avez la taxation incitative qui peut le faire, mais c'est quand même beaucoup plus rare. La collecte dans un seul et même bac est possible si le prestataire assure la séparation justement avant traitement, mais aussi dans un seul et même bac. Maintenant, on est assez habitué à faire les bacs de tri avec l'extension du tri, donc qui commence à véritablement être mise en place partout et dont normalement l'échéance pour l'ensemble de la France est justement la fin de cette année. Donc les fameuses poubelles jaunes, donc je sais que ça peut varier d'un département à un autre, mais généralement elle est plutôt jaune. Donc elle permet aussi donc, le tri des papiers cartons et des différents plastiques dans un seul et même bac. Et enfin, évidemment, vous allez avoir cette attestation annuelle de collecte et de valorisation des 5 flux qui va justifier le respect de l'obligation auprès des autorités compétentes pour effectuer le contrôle. Il y a très peu de contrôles, mais effectivement, on peut prévoir un certain durcissement des contrôles quant à la gestion des déchets. Beaucoup de choses qui se mettent en place. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de moyens qui sont mis, mais avec l'extension de la numérisation de la gestion des déchets, notamment à travers le registre, pourrait y avoir beaucoup plus de contrôle parce que celui-ci serait beaucoup plus automatisé et donc beaucoup plus facile de la part de l'autorité. Donc effectivement, si on veut revenir sur les 5 flux, on pourra, mais comme ça a été aussi l'objet du webinaire de la dernière fois et qu'effectivement le grand sujet des déchets de restauration, c'est quand même les biodéchets. Donc effectivement, les biodéchets, c'est une obligation aussi réglementaire. Depuis 2016, elle s'applique à ce qu'on appelle les gros producteurs, qui sont à plus de 10 tonnes par an, à plus de 5 tonnes à partir de 2023. Et en fait, ça sera généralisé à partir de 2024, plus précisément au 31 décembre 2023. Donc en fait, on voit bien qu'il y a une volonté très forte donc, qui vient
évidemment de Bruxelles, mais dont l'État français s'est vite emparé pour capter ce gisement, qui, on le verra, a beaucoup d'avantages. Donc c'est un gisement très important qui peut offrir des valorisations importantes. Et aujourd'hui, dans la conjoncture dans laquelle on est, il va y avoir pas mal d'intérêt à faire un trait à la source. Mais on verra aussi que pour les producteurs de ces déchets-là, vous avez commencé à en parler, notamment d'un point de vue budgétaire, il y a aussi d'énormes avantages. Donc, il y a vraiment des avantages à la fois pour l'État, mais aussi pour les producteurs de ces déchets. Donc, il y a deux solutions, majoritairement dans les biodéchets, deux solutions qui elles-mêmes en contiennent plusieurs. Donc, vous allez avoir le compostage sur site, qu'on appelle le compostage de proximité. Évidemment, vous pouvez avoir des compostages hors site, mais ce ne sera pas de votre fait. Et la collecte séparée. Donc, un compostage hors site, sera considéré dans une collecte séparée. Donc, on va étudier ces deux solutions, mais aussi les moyens de ces mises en œuvre, etc., etc. Donc, les biodéchets, donc vous, dans votre cas, ce sera des biodéchets, mais ce sera surtout des déchets de cuisine et de table. La chose très importante à comprendre, c'est que la majorité de vos déchets vont contenir des sous-produits animaux de catégorie 3, donc classés SPAN C3. Donc, ça va être tout ce qui reste d'animaux, véritablement tout ce qui peut avoir donc œufs, reste de viande, lait, miel, poisson, tout en fait qui provient d'une manière ou d'une autre d'un animal. Et en fait, dans la réglementation, par le risque de contamination croisée au sein des cuisines, évidemment au sein des déchets de service, donc pas forcément que des déchets de préparation, parce qu'on pourrait imaginer que dans les déchets de préparation, les épluchures de légumes, ça ne rentrerait pas dedans. Mais la réglementation a préféré, par risque de contamination croisée, donc considérer tous les déchets de cuisine et de table comme des SPAN C3 et donc comme dépendants de la réglementation afférente à ces SPAN C3. Donc, cette réglementation, elle est majoritairement là pour limiter les risques sanitaires, notamment sur les animaux d'élevage. En fait. Parce que c'est vraiment un grand risque. Il y a eu pas mal de maladies qui ont pu être causées par une mauvaise gestion de ces déchets contenant des sous-produits animaux de catégorie 3. Et il y a aussi des règles d'hygiène, donc je vais les évoquer maintenant. D'hygiène générale, effectivement, pour le stockage de ces déchets de cuisine et de table, pour éviter justement qu'ils deviennent des SPAN C2. Des SPAN C2, on va dire, c'est une mauvaise évolution des SPAN C3. C'est vraiment un état de putréfaction qui a un risque sanitaire beaucoup plus élevé et qui donc vous obligera, d'un point de vue réglementaire, à passer par un collecteur habilité à pouvoir justement traiter ces SPAN C2 et qui ne sont pas l'ensemble des collecteurs de biodéchets. Donc, c'est des règles d'hygiène. Donc, je pense aussi, comme vous êtes habitué dans la restauration, à avoir quand même un carnet d'hygiène plutôt précis. Mais voilà, il faut quand même s'assurer de garantir la stabilité du déchet. Alors, la stabilité est comprise comme ne pas arriver à un SPAN C2. Parce qu'évidemment, quand on fait du compost, on assure surtout une certaine dégradation moléculaire. L'absence de nuisibles et l'absence de prolifération de bactéries, de sources de pollution, etc., etc. Et évidemment, il faut aussi que le local de stockage ait tous les conteneurs à déchets. Conteneurs à déchets, comme on le verra, qui sont différents en fonction de vos besoins, doivent être entretenus, nettoyés et désinfectés assez régulièrement. C'est des règles d'hygiène assez simples, mais c'est très important de comprendre pour éviter que ça finisse, encore une fois, en SPAN C2. Un SPAN C2, ça se reconnaît, c'est quelque chose où ça peut se reconnaître en fonction des larves de mouches, et aussi d'une odeur de putréfaction qui est considérée comme franchement désagréable. Ils n'ont pas trouvé de meilleur mot, mais voilà, c'est quelque chose on est vraiment à un stade supérieur de putréfaction, ce n'est pas juste une petite odeur, etc. Donc voilà, d'un point de vue un peu réglementaire sur quelle catégorie de déchets en fait vous possédez de par le fait que vous avez des sous-produits d'animaux de catégorie 3. Donc la mise en œuvre de toute collecte et de tout tri à la source de vos déchets de restauration et plus précisément des déchets de cuisine et de table, c'est avant tout de définir sa production réelle. C'est vraiment la première étape. Donc la meilleure, c'est de faire des campagnes de pesée. Il n'y a pas d'autre solution plus efficace que ça. Sur une période représentative de l'activité, il faut bien déterminer quelles périodes peuvent être les plus représentatives. Plus vous en faites à différentes périodes, mieux ce sera, parce que vous aurez des mesures qui seront beaucoup plus précises, beaucoup plus granulées, et qui vous permettront justement de mettre en œuvre les moyens les plus adaptés à votre situation. La deuxième solution, si effectivement c'est un peu dur de faire ces campagnes de pesée par manque de moyens, par manque de ressources humaines
ou que sais-je, c'est de faire une extrapolation à partir d'un ratio national. Aujourd'hui, l'extrapolation pour un établissement de soins, c'est 0,08 kg par repas. Donc, c'est des ratios assez hauts. Vous, forcément, comme c'est des ratios, ils les mettent assez haut. Vous êtes aujourd'hui, même dans la réglementation à partir de 2016, pour pouvoir justifier du fait que vous n'êtes pas assujetti à ce tri à la source, vous devez quand même pouvoir le justifier. Et donc, pour pouvoir le justifier, vous devez aussi indiquer la manière dont vous avez calculé votre taux de biodéchets. Donc, biodéchets, on est à la fois sur le gaspillage alimentaire, donc tout ce qui provient du service, mais aussi sur tout ce qui provient des déchets alimentaires de cuisine, tout ce qui est attenant à la préparation des plats. Mais évidemment, c'est aussi le titre et c'est la chose la plus importante et ça rejoint aussi les dires sur le budget. La première étape aussi, évidemment, dans cette hiérarchie des déchets qui est de réduire, de réutiliser, de revaloriser et enfin d'éliminer. Et ben, la première étape, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est de réduire véritablement sa quantité de déchets, son gisement. Donc, il va y avoir plusieurs solutions qui peuvent être la révision des grammages et des recettes, l'optimisation de la gestion des stocks de matières premières. Si on se rend compte, en fait, effectivement, il y a beaucoup de stocks de matières premières qui n'ont même pas été transformés, qui finissent justement à la poubelle par DLC dépassé ou autre. Formation du personnel de cuisine et aussi, donc ça c'est très important, surtout que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'EHPAD, donc les EHPAD, vous êtes aussi, c'est la fourchette haute aussi dans les ratios nationaux sur le gâchis alimentaire, donc une sensibilisation des convives. Et donc ça peut être à la fois pour un établissement de soins, mais vous pouvez aussi l'imaginer pour toute autre restauration collective. Donc afin de vous Ah oui, pardon. Petit rappel réglementaire, effectivement, c'est aussi une obligation de la loi Egalim. Dans la loi Egalim, depuis, c'est le décret qui est sorti en 2019, je crois, toute restauration collective se doit de mettre en place une stratégie, ou en tout cas une stratégie de lutte contre le gaspillage alimentaire qui se base avant tout aussi par un diagnostic. Un diagnostic qui passe généralement par une campagne de pesée qui se limitera aux déchets de service. Mais si on commence les campagnes de pesée, autant les faire aussi sur les déchets de cuisine. C'est une obligation réglementaire. À titre d'exemple, je trouvais ça intéressant de commencer, avant d'arriver sur les solutions de traitement, sur un petit rétex sur le gaspillage alimentaire. Donc ça provient d'un EHPAD du CH d'Orléans, avec 200 lits et places. Donc, qui avait déterminé, donc après un premier diagnostic, 63 tonnes de gaspillage alimentaire. Donc là, on n'est que sur du gaspillage alimentaire, par contre, vis-à-vis de la différence que je vous ai citée juste avant. Et donc, pour un total de 153 500 € par an. Et aussi, si on remet à l'assiette, donc 337 grammes et 0,87 centimes à l'assiette de gaspillage alimentaire. Donc, majoritairement, c'était la surproduction qui a été mise en cause, enfin, qui a été perçue comme le problème principal. Donc, il y a plusieurs actions qui ont été mises en place, comme la suppression des plateaux complets pour certains. Donc, certaines personnes, justement, avec un appétit beaucoup plus faible, en fait, ça ne servait à rien de mettre des plateaux complets. Une adaptation du nombre et du type de composantes aussi proposées, aussi pour valoriser, parce qu'on est aussi toujours dans une démarche de nutrition, pour valoriser le fait qu'ils mangent tout plutôt que s'ils ont justement cet appétit. La révision du nombre de plateaux supplémentaires commandés, mais aussi et surtout, dans une optique de formalisme, la mise à jour des profils alimentaires des résidents, donc notamment à travers le logiciel de commande. Et donc, tout ce travail-ci, donc ça prend, si je me souviens bien, donc c'était à peu près sur 4 semaines, avec les diagnostics déchets, avec les rapports, etc., la bonne perception, plus un calcul des coûts afférents, ça arrive à un réajustement des quantités préparées en fonction du nombre et du grammage des repas. Et ça, c'est quelque chose qui se fait donc à la fois avec le responsable de restauration, mais en association avec le service de nutrition, évidemment. Donc, les résultats de vraiment cette démarche de réduction du gaspillage alimentaire donc par l'EHPAD de Le Bois-Fleuri, ça a été une réduction de 13 tonnes par an. Donc, on n'est pas encore sur une annihilation du gaspillage alimentaire, parce qu'on n'arrivera jamais à zéro gaspillage alimentaire, c'est sûr et certain, mais on est quand même une réduction de 13 tonnes.
pour un gain financier estimé de 32 900 euros par an. Et ce gain, c'est aussi intéressant de le savoir, c'est que ça provient donc majoritairement effectivement des aliments, mais on va aussi avoir une extrapolation sur les déchets. Eux n'avaient pas les biodéchets, donc effectivement, en fait, on calcule sur tous leurs déchets finissaient donc en DAOM, en poubelle grise, et en tant que tel faisaient du bois, en tant que tel faisaient du volume, et donc forcément étaient répercutés sur leurs déchets à la fin. Donc, il y a aussi un gain financier vis-à-vis du fait que vous réduisez à la fois votre dépense alimentaire parce que vous en achetez moins, mais vous réduisez aussi votre dépense de gestion des déchets, étant donné que vous le jetez moins. Et au total, ça a fait une réduction de 68 grammes par assiette de gaspillage alimentaire. Donc, vous voyez, il y a encore des marges de manœuvre, hein, ça c'est sûr et certain, surtout qu'on est dans un EHPAD. Encore une fois, c'est vraiment, je sais que c'est assez compliqué, c'est généralement ce qui est le plus, où il y a le plus de gâchis alimentaires dans les établissements médico-sociaux et sanitaires groupés. Mais c'est quand même un effort qui a des résultats et financiers non négligeables. Aussi, d'un point de vue environnemental, donc on peut estimer qu'il a été estimé, donc ça c'est l'ADEME, hein, c'est un rétexte de l'ADEME, qu'il y a 46 tonnes de CO2 qui ont été évitées, c'est équivalent à peu près 200 000 km en avion. Donc il y a vraiment un gain écologique qu'il ne faut jamais oublier, surtout quand on est sur la partie communication, toujours dans le développement durable, ne jamais mettre que le gain financier, parce qu'effectivement, les utilisateurs finaux des solutions de tri ne vont pas forcément voir le gain financier de la même manière qu'un directeur ou autre. Mais le gain environnemental, par contre, surtout aujourd'hui, convainc de plus en plus de personnes. En tout cas, force de proposition pour la mise en place, en tout cas pour le changement des habitudes, qui peuvent être assez dures avec une certaine inertie. Les clés de la réussite donc, ont été identifiées par l'EHPAD Le Bois Fleuri et par les personnes qui ont été responsables de sa mise en place. C'était un accompagnement du personnel sur la réalisation des pesées, en communiquant bien les objectifs et la méthodologie nécessaires, parce qu'effectivement, les pesées, il faut qu'elles soient très précises. Il faut vraiment bien repérer son gisement et ne pas laisser passer une assiette, si je peux dire, ne pas laisser passer une seule assiette de reste. Faire travailler en collaboration, je l'ai un peu dit, mais les différents services, la cuisine, l'hôtellerie, la diététique. Et enfin, voilà, communiquer les résultats pour conserver la motivation du personnel dans la démarche. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut être en continuité. Donc, une fois que vous l'avez installé, ça ne va pas forcément être parfait, mais il y a forcément un plan de progrès. Et si vous avez des indicateurs de suivi, ça permet aussi d'alimenter ces résultats, d'alimenter la motivation et toujours dans une démarche d'amélioration continue, et de trier encore plus, d'avoir des gains financiers encore plus importants, des CO2 évités aussi de plus en plus importants. Donc, on verra, c'est sûr que c'est extrêmement important le budget, à la fois pour les hausses de budget qui sont là très dépendants de la conjoncture, mais aussi parce que, on va le voir, les méthodes de tri des biodéchets sont aussi coûteuses d'une certaine manière. Enfin, elles le sont. Donc effectivement, là, on va arriver, admettons, on a commencé à faire son travail pour limiter le gaspillage alimentaire, mais il y a aussi, évidemment, il y aura toujours des biodéchets présents au sein d'un établissement et au sein d'une restauration collective. Donc, il faut avoir du matériel adapté à chaque configuration. Donc, par exemple, une des choses, généralement, c'est la table de tri, donc en self, qui peut être très pratique, qui permet aussi, d'une certaine manière, de respecter les 5 flux. Hein, si, par exemple, vous avez des canettes, etc. Certaines personnes vont même, avec certains prestataires, avoir uniquement des canettes, parce que les canettes, l'avantage, c'est que l'aluminium, ça coûte très cher. Et si vous avez vraiment un gisement d'aluminium pur, entre guillemets, un gisement de canettes, c'est quelque chose qui peut être repris à tarif plutôt acceptable. Tout dépend des prestataires, des collecteurs que vous pouvez avoir dans votre région et qui accepteraient ce genre de proposition. Ensuite, vous pouvez pas typiquement le classique, le bioseau avec ou sans sac. Je reviendrai sur cette histoire de sac ou non. Les bacs roulants et enfin les caisses palettes ou bennes. Donc ça dépendra de votre tonnage, de la configuration de votre établissement, en fonction du point d'apport intermédiaire et du point d'apport final. Dépendra en fait de votre circuit de déchets qui sera mis en place. S'il faut plusieurs poubelles ou si des bioseaux peuvent directement en fait aller différents bioseaux dans la cuisine peuvent aller directement en benne, etc., etc. Donc là, c'est vraiment, il faut déterminer ça en fonction de sa structure. L'espace de stockage, donc ça, c'est écrit sur ces 140 mètres carrés, donc c'est les estimations de l'ADEME sur plus de 140 établissements qui ont été interrogés. Ça a été publié en 2022, donc c'est très récent. Et c'est l'espace de stockage qui a été considéré comme moyen pour un établissement de soins. Voilà, je le mets à titre indicatif, mais je ne m'étendrai pas beaucoup dessus.
Donc, il y a aussi des solutions de pré-traitement des déchets. Vous n'êtes pas obligé en fait, de laisser vos déchets en vrac, que ce soit pour le compostage ou effectivement pour la collecte séparée. Vous allez avoir ce qu'on appelle les broyeurs ou les sécheurs, qui sont généralement mis directement dans la cuisine, qui nécessitent un investissement, ça c'est sûr, mais ça permet une diminution des fréquences de collecte. Donc, c'est un investissement pour lequel un calcul permet aussi de déterminer s'il est avantageux ou non. Et ça maîtrise aussi des éventuelles nuisances, parce qu'un broyeur et surtout un sécheur, ça va notamment éviter toutes les nuisances olfactives. On va avoir les compacteurs. Donc ça, les compacteurs, ça peut être très intéressant pour réduire aussi le nombre de fréquences. Ça réduit énormément le volume. Donc ça peut être intéressant pour une restauration collective avec de grands volumes. Mais alors, il faut faire attention avec les compacteurs. Il faut aussi une solution de tri des jus, justement, qui vont en sortir. Ça reste un déchet. Ce n'est pas parce que c'est retourné à l'état liquide que ça ne devient plus un déchet. Et il y a une interdiction formelle de le rejeter dans les eaux usées. Ça ne change vraiment pas son statut de déchet. Et enfin, alors ça, c'est un peu plus rare, c'est les déconditionneurs. C'est une machine qui va désemballer les déchets alimentaires pour les remettre en vrac. C'est vraiment si vous avez une solution où vous mettez tout en déchets et ensuite vous allez le déconditionner pour que ça retourne en vrac, pour que ce soit collecté ou pour que ce soit envoyé dans un composteur. Déconditionnaire, généralement, c'est plus dans les usines, mais c'est quand même une solution. Donc ça, c'est des pré-traitements de déchets qui ne sont pas obligatoires, mais qui peuvent être utiles en fonction de votre structure, mais qui vont avoir un coût. Effectivement, ça va être des investissements. Et il y a énormément, je sais que c'est les broyeurs et les sécheurs, vous avez beaucoup de différentes marques, beaucoup de différentes solutions en fonction du volume, etc. etc. D'où un peu mon insistance sur le fait de très bien réaliser sa campagne de peser les déchets, parce que au moins, vous prendrez vraiment une décision informée sur les meilleurs investissements à faire et sur les meilleures choses que vous pourrez mettre en place pour votre établissement afin de mettre en place justement le tri de ces biodéchets. Est-ce qu'il y a des questions ici ou je continue? Je vais continuer. Donc, la première chose, ça va être le compostage. Un peu classique, tout le monde connaît généralement le compostage. Et donc, vous allez avoir différentes manières, soit en bac ou en chalet. Vous allez avoir le compostage rotatif, donc qui peut être beaucoup plus gros que celui-ci, mais qui demande quand même compostage rotatif manuel, pardonnez-moi. Et enfin, un compostage électromécanique. Donc ça, c'est pour des quantités très importantes. Donc, qui va fonctionner de lui-même, qui peut aussi avoir une chauffe donc, à l'intérieur pour favoriser justement le bon compostage de vos biodéchets. Alors, il faut savoir que quand on met un compost, il y a une obligation réglementaire que ce soit supervisé par une personne formée, ce qu'on appelle un maître composteur. C'est une formation d'une semaine, si je ne me trompe pas, et qui est nécessaire pour gérer surtout dans un établissement de restauration collective. Au niveau du prix, donc encore une fois, je reste sur l'étude de l'ADEME, mais évidemment, vous vous doutez bien que c'est très variable. On est à 290 € la tonne en coût global pour un établissement, qui est un producteur intermédiaire entre 5 et 10 tonnes par an. Donc pour le compost, il faut aussi se rappeler un peu les 3 règles d'or qui est beaucoup en fait, d'aérer le compost en le brassant. Donc, si vous êtes sur un bac ou un chalet, là, ici, on a un petit bac, mais vous pouvez avoir des bacs beaucoup plus importants. Et en fait, c'est remuer. Le compostage rotatif permet justement de le remuer sans forcément avoir à l'ouvrir. Il y a une chose qui peut être très bien, c'est d'équilibrer les apports, c'est-à-dire ne pas mettre que des biodéchets, mais mettre ce qu'on appelle des structurants. Donc, des structurants, ça peut être des broyats de déchets verts ou des copeaux de bois, par exemple, en évitant évidemment des essences qui ne peuvent pas qui sont difficilement dégradables. Et généralement, on propose entre 1 tiers de structurant pour 2 tiers de déchets alimentaires. C'est estimé pour ce tonnage entre 1 à 4 heures par semaine d'entretien, qui sont découpés plutôt par tranche de 20 minutes par jour, journalière. Mais ça dépend beaucoup de la personne qui est en charge de la supervision de ce compost. Donc voilà. Ensuite, donc ce compost, effectivement, la réglementation a beaucoup changé entre 2016 et 2018 sur le fait qu'est-ce que vous en faites. Parce qu'effectivement, vous êtes là, vous avez votre compost et vous finissez avec un compost qui répond bien aux normes, qui a bien été fait.
vous avez différents moyens de les utiliser. Donc, selon l'arrêté du 9 avril 2018, donc, c'est le titre 4, donc vous serez dépendant du compostage de proximité. Vous avez le droit, donc il faut faire attention parce que beaucoup de personnes disent encore que vous n'avez pas le droit, si. Aussi, quelque chose qu'on dit souvent, cru et cuit, ça n'a aucune importance dans le compost. Donc voilà, petite méprise des fois que j'entends. Donc vous avez le droit à un usage sur place ou local. Et par local, l'arrêté entend intercommunalité, communauté de communes et les communes limitrophes. Donc ça reste quand même plutôt grand en fonction de votre communauté de communes, évidemment. Ça peut être une utilisation directe sur les sols ou hors sol, y compris pour les activités de jardinage. On peut faire de la cession à titre gratuit, ou onéreux. Mais alors attention, justement, pour en revenir, en fait, qui fait que vous êtes considérés comme des SPAN 2, c'est la culture maraîchère est limitée aux cultures de racines aussi, pour limiter c'est un principe de précaution sanitaire. Mais celui qui se rapporte le plus, c'est vraiment l'interdiction d'utilisation pour les pâturages et les terres destinées à la production de plantes fourragères à destination de l'alimentation animale. C'est vraiment la plus grande interdiction qui est faite pour le compost contenant des sous-produits animaux. Parce que c'est beaucoup de problèmes sanitaires issus de ça. Donc après, évidemment, l'arrêté va rappeler, veiller au respect des bonnes pratiques. Il faut que la personne morale ou la personne physique qui est responsable de ce compost de proximité a l'obligation de veiller aux bonnes pratiques, prévenir tout risque de contamination des cuisines et des personnes. Sensibilisation, c'est très important sur le fonctionnement des apporteurs de déchets. On est quand même sur des composteurs qui ont de la quantité, de la masse, avec beaucoup plus de risques et de dangers sanitaires, donc qui sont très facilement maîtrisables, mais dont une sensibilisation est nécessaire, à la fois pour parce que là, on dit apporteur de déchets à la fois dans votre cuisine, vous pouvez imaginer aussi une mise en commun d'un compost avec un établissement qui adjacent ou autre. Et enfin, voilà, ça c'est aussi une règle assez importante, vous êtes limité à une quantité hebdomadaire de 1 tonne, hors structurants. Les structurants ne sont pas considérés comme faisant partie du compost. Donc voilà. Sur le compost, voilà à peu près les différents. Alors évidemment, vous pouvez avoir plein d'exemples différents. Il y a aussi encore beaucoup de choses sur la manière dont l'installer, la quantité, la taille, etc., etc. Il y a beaucoup de choses, mais je pense qu'on en parlera peut-être après un retour d'expérience, si c'est du compost, bien sûr. Et donc, je vais passer à la collecte séparée. Donc, la collecte séparée, c'est typiquement en fait, mettre une autre poubelle avec contenant justement vos biodéchets. Donc, c'est des prestataires extérieurs. Donc, soit vous avez des prestataires privés donc à travers un contrat de collecte, soit des collectivités locales qui vont être de plus en plus nombreuses effectivement à proposer ça à partir de 2024, étant donné qu'il va y avoir l'obligation de fournir des possibilités de tri pour l'ensemble en fait, des ménages de France. Ça va mettre un peu de temps à se faire, mais les collectivités locales vont forcément devoir trouver des moyens d'assurer ce tri. La recommandation, alors effectivement, on est sur de la recommandation, mais sur une recommandation très forte, parce que c'était impossible de fixer un seuil réglementaire vis-à-vis justement de toutes ces possibilités qu'il peut y avoir de stockage avec les déshydrateurs, etc. Mais on conseille une collecte à minima hebdomadaire pour justement éviter la transformation en SPAN C2 et donc devoir passer par un collecteur précis qui du coup vous facturera beaucoup plus cher. On va avoir l'utilisation possible de sacs. Donc effectivement, ça peut paraître étrange, mais vous pouvez avoir des sacs compostables ou non. Ça dépend des prestataires. Donc, par contre, si vous prenez des sacs compostables, évidemment, même ceux qui ne sont pas compostables, ça reviendra plus cher, ça c'est sûr et certain. Mais ça peut être plus pratique. Si vous avez un circuit de déchets au niveau de la restauration qui rend très compliqué justement le tri en vrac, l'utilisation des sacs, ça peut aussi être un grand avantage. Quand ils ne sont pas compostables, en fait, ils vont le collecter tel quel. Et c'est eux qui vont après, donc à travers les machines que je vous ai exposées au début, qui vont les remettre en vrac, tout simplement. Cette solution, par des prestataires extérieurs, c'est sûr que ça vous fait une gestion simplifiée. Ça vous fait surtout une gestion qui n'est pas en interne d'un gisement de déchets. Vous ne traitez pas un déchet. Ce que vous faites, c'est le trier et laisser le traitement à un collecteur qui lui-même va trouver une solution de traitement pour votre gisement de biodéchets. Et vous avez aussi une meilleure traçabilité
à savoir que le biodéchet doit aussi être présent dans le registre des déchets sortants. Mais voilà, ça dépendra. C'est une solution qui est privilégiée quand vous avez, des grosses quantités, effectivement. Et ça dépendra aussi beaucoup de l'offre locale, en fait, de la volonté aussi de mobiliser des moyens humains, etc., etc. Et aussi, pour en revenir au compost, des fois, vous pouvez envisager un compost, ça peut être la solution la plus pertinente pour vous, si vous avez de la place, vous avez des équipes motivées, etc. Mais effectivement, si vous n'avez pas de débouché du compost, ça peut devenir problématique. Donc, au niveau du compost, il y a cette vraie problématique. C'est déjà d'estimer combien de vos utilisateurs, donc ça peut être, vous pouvez le laisser libre à vos usagers, mais évidemment en premier lieu à vos collaborateurs. Donc, c'est bien de s'assurer un peu du débouché de ce compost, donc qui va être différent en fonction de l'implantation de votre entreprise. Mais après, sinon, voilà, aller vers l'extérieur, vers des associations qui peuvent être nombreuses et variées. Vous avez vu que pour le maraîchage, c'était possible pour de la culture de racines, etc., etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à réfléchir avant de s'engager soit dans un prestataire extérieur, soit dans du compost. Les deux soulèvent des questions bien différentes. Et pour le compost, il y a vraiment celle du débouché du compost qui est importante, sinon vous allez vous retrouver avec du compost sans savoir quoi en faire. En termes de prix, on est à 720 euros. Il a été estimé, encore une fois, on est sur les chiffres de l'ADEME, à 720 euros la tonne pour un producteur intermédiaire, donc entre 5 et 10 tonnes par an. De coût global, hein. Donc, le coût global, vous comptez le taux horaire de l'employé qui est dédié. C'est estimé entre 2 à 6 heures. Le taux horaire qui est nécessaire pour mettre en œuvre une collecte séparée de biodéchets avec collecte par un prestataire extérieur, et 630 euros pour plus de 10 tonnes de déchets par an. Donc voilà les deux grandes solutions dans les grandes lignes sur effectivement comment gérer vos biodéchets une fois que vous avez fait l'étape du gaspillage alimentaire, une fois que vous avez fait cette étape de réduction du gaspillage alimentaire et que vous êtes décidé sur la mise en œuvre. Quand vous envoyez un collecteur, quand vous mettez dans une collecte séparée, vos déchets peuvent suivre différentes filières. Donc, effectivement, quand vous êtes en biodéchet emballé, celui du milieu en jaune, il va passer par un biodéconditionneur. En fait, après, il va directement rejoindre soit le compostage, soit le méthaniseur. Donc, effectivement, vous pouvez aussi, ce n'est pas parce que c'est une collecte séparée que vous allez forcément aller dans un méthaniseur. Vous pouvez aller dans un composteur industriel qui va faire du compost et va faire un retour au sol. Sinon, vous allez avoir la solution qui aujourd'hui est très favorisée, qui se développe de plus en plus, mais avec des réglementations relativement fortes qui permettent de ne pas faire comme l'Allemagne, avoir des méthaniseurs partout et dont l'utilité peut parfois être remise en cause. Mais le méthaniseur, hein, typiquement, lui, il va fournir du biogaz. Donc, comme je disais, on a une conjoncture actuelle qui fait qu'effectivement, du biogaz, ça peut être utile. Ça peut permettre une certaine indépendance stratégique. Donc, c'est aussi pour ça que c'est poussé par les pouvoirs publics. Pourquoi, après, les restes de méthaniseurs ils vont pouvoir aller en épandage agricole? Parce qu'effectivement, le méthaniseur chauffant à très haut degré, j'ai oublié le nom pardon, de ce qui va rester après, justement après une étape de méthanisation de biodéchets. Mais effectivement, il va pouvoir faire, en fait, on va considérer que les risques sanitaires sont éteints comparé au compostage qui, comme vous voyez, va rester du compost et ne sera jamais utilisé en tant qu'épandage agricole pour les mêmes raisons que vous ne pouvez pas justement vous en servir pour de l'alimentation animale. Il y a aussi ce qu'on appelle le tri mécano-biologique. Donc, dans certaines communes, il y a au niveau de la gestion des déchets, il a été mis en place, donc au niveau des DAOM, quelque chose qui va faire un tri, ce qu'on appelle un tri mécano-biologique de vos DAOM. C'est-à-dire que généralement, c'est basé sur le taux d'humidité et va chercher à capter en fait le gisement de déchets putricibles qui sera présent dans vos DAOM. Donc, par un système comme toutes les collectes automatisées hein, de poids, d'humidité, de lecteurs optiques, etc. C'est pas très performant. Enfin, c'est pas très performant. C'est aussi performant que ça peut l'être. Mais effectivement, on pourrait se dire, bon, si moi je suis dépendant, je regarde ma communauté de communes, je suis ramassé par le secteur public et lui-même fait un tri mécano-biologique, pourquoi je retrierais mes biodéchets? Alors effectivement, ça a été développé, ces centres de tri, avec un tri mécano-biologique un peu avant
cette grande volonté donc, issue de la loi transition écologique pour une croissance verte de 2015 et qui a été très durcie par la loi à la fois Egalim, mais aussi par la loi AGEC. Et donc, on n'avait pas en tête que ça allait autant se développer le tri des biodéchets. Mais sachez que c'est écrit noir sur blanc, c'est interdit toujours, même si vous êtes en mécano-biologique, de ne pas trier vos déchets. C'est une aberration pour eux de ne pas trier vos déchets parce que vous faites vos biodéchets, parce que vous avez un tri mécano-biologique. Donc, c'est à savoir, parce que c'est possible qu'on puisse se le dire, hein, parce qu'on se dit, bon, j'ai un tri mécano-biologique, à quoi bon? Mais du coup, non, il faudra toujours utiliser les biodéchets. Et c'est des tri mécano-biologiques. Donc là, c'est écrit compostage, mais ça peut aussi aller en unité de méthanisation. Je sais qu'il y a certaines unités de traitement de déchets qui peuvent l'avoir. Donc voilà effectivement, et je vous avais mis un petit graphique aussi pour vous montrer la diversité de la méthanisation en France, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est très répandu et qui fait que vous allez avoir par exemple 56% qui est directement fait à la ferme. Et ce n'est pas un monopole, la méthanisation. Vous avez une grande diversité d'acteurs. Et comme on a pu le voir, effectivement, vous êtes dans des territoires très différents. Donc, vous pouvez avoir vraiment des différents acteurs qui peuvent être intéressés par vos biodéchets, justement. En termes de méthanisation, surtout que la méthanisation, elle est un peu moins stricte qu'un compost, étant donné ça va passer un traitement, si je puis dire, une fois que ce sera méthanisé, qui va rendre son substrat beaucoup avec des débouchés plus importants. Mais donc, voilà, il y a beaucoup de choses décentralisées territoriales, déchets ménagers, il y a beaucoup de choses. Donc là, on a les chiffres de 2021. En 2020, il n'y en avait que 830 des installations de production de biogaz. Donc, il y a vraiment il y en aura de plus en plus. Peut-être que vous en avez déjà vu, hein, c'est vraiment, vous savez, ça fait des dômes en plein milieu des champs. Et ça permet effectivement de faire soit de la génération électrique, c'est généralement de la génération électrique in situ pour les fermes. Il y a beaucoup de fermes qui deviennent auto-indépendantes là-dessus. Donc ces 56%, ils sont aussi à relativiser vis-à-vis de l'autoconsommation de l'électricité qui va être produite par le biogaz à travers des turbines, etc. Mais vous pouvez avoir quand même injecté dans les réseaux de gaz et du bio-GNV aussi. Hein. Là, on est carrément sur du gigawattheure, donc on voit bien que c'est la débouchée principale de la mise en œuvre de la méthanisation en France. Enfin, pour conclure, avant justement d'arriver sur des questions que j'espère questions que je pense que ça a soulevé cette présentation, effectivement, la mise en œuvre, il faut toujours se dire que ces différentes étapes, mais elles sont bénéfiques pour votre établissement, elles sont bénéfiques pour la restauration collective. Donc, effectivement, il y a déjà une réduction des déchets, une protection de l'environnement. Comme je l'ai illustré, il y a vraiment un levier de décarbonation quand on réduit ces biodéchets qui, selon l'ADEME, sont estimés, il y a plus de 38% des déchets ménagers qui sont plus trissibles aujourd'hui dans les poubelles. Donc, il y a quand même à la fois pour les établissements de santé et de restauration collective comme les vôtres, il y a vraiment des leviers, mais évidemment aussi les ménages vont être amenés à faire ce tri des biodéchets. Et donc, ce sera peut-être moins difficile qu'il n'y paraît, étant donné qu'il y aura une plus grande sensibilisation sur le gaspillage alimentaire, je pense, je l'espère en tout cas, dès que tout le monde aura justement son bioseau et aura une perception plus précise de l'intérêt de trier ces biodéchets. Évidemment, une maîtrise des coûts. Comme on l'a dit, hein, vous allez avoir une perception beaucoup plus précise des coûts afférents à votre organisation. La conformité réglementaire, donc un peu comme les 5 flux, vous serez dans les clous. Certaines valorisations du travail des équipes, notamment de par le fait de la diversification de leurs tâches. Enfin, de la sensibilisation et de la pédagogie, hein, c'est toujours plus pratique, enfin, toujours plus facile de sensibiliser quand effectivement on va avoir différentes poubelles de tri, on va véritablement avoir au sein de son lieu. Donc pour le compost, ça marche encore mieux. Effectivement, cette sensibilisation, quand on peut montrer toutes les étapes entre ce qu'on va mettre dedans et ce qui va en ressortir, il y a véritablement un objet physique de sensibilisation et de pédagogie. Et enfin, ça je pense qu'on pourrait avoir un exemple sur l'image de l'établissement, car celui-ci peut jouir d'une meilleure image parce qu'effectivement, il aura un meilleur tri des déchets. Et donc, d'une certaine manière, ça demande du temps, un certain investissement humain, peut-être un investissement financier, en fonction de la solution qui sera déterminée. Enfin, dans tous les cas, il y aura un investissement financier, mais peut être plus ou moins élevé.
Mais dans tous les cas, ce sont des bénéfices, des co-bénéfices à la fois pour vous, pour les parties prenantes et pour l'environnement de bien trier les biodéchets. Et enfin, les biodéchets. Quand je dis biodéchets, évidemment, entendez déchets de cuisine et de table. Donc voilà. J'en ai fini avec ma présentation et j'écoute vos questions sur si vous avez des questions, si vous voulez que je revienne sur un point particulier aussi, peut-être parce que je ne suis pas rentré dans tous les détails. Donc voilà. Oui, moi, je voulais juste, si je peux. Allez-y, allez-y. OK. Ce que vous cherchiez par rapport à l'épandage, la suite de la méthanisation, ça s'appelle le digestat. Exact. Voilà. Merci. Et ensuite, moi, j'ai pas bien compris ce que c'était la trimécanobiologique. Alors, le tri mécanobiologique, donc, en fait, quand vous envoyez vos DAOM, vraiment, ça dépendra beaucoup du syndicat professionnel. Bon, après, vous avez différents modes administratifs de traitement des déchets. Mais admettons, voilà, vous avez une entreprise qui a été une délégation de service public, elle va trier les déchets, elle va recevoir les DAOM. Et généralement, en fait, elle peut mettre en place, donc, au sein de sa chaîne, plutôt que effectivement d'emmener tout directement en incinération, prenons le fait qu'elle fasse de l'incinération, mettre en place du coup une ligne. Typiquement, c'est un peu comme des lignes sur les poubelles jaunes, donc c'est vraiment vous mettez tous les déchets dessus et à travers un tri optique et aussi des effets. Alors, je ne pourrais pas vous expliquer toute la science qu'il y a dedans, mais à travers tous les déchets en vrac qui vont passer sur ces lignes, il va être possible de trier en fait tous les déchets putrescibles qui sont repérés par la machine. Une fois ces déchets triés, ils vont être envoyés donc soit en compostage, soit en méthanisation. Ça dépendra du choix. Et donc ça, c'est justement ça maintenant, ça va plus être développé. C'est des choses qui ont été développées à un moment donné parce qu'on se disait, ce gisement-là, c'est bête, pourquoi on n'essaierait pas de le capter directement sans demander aux gens de faire le tri. Ça a souvent été la politique française de ne pas demander aux gens, mais d'essayer de le faire, en aval, un peu comme l'eau. Mais aujourd'hui, voilà, c'est plus des choses qui se font parce qu'il n'y a pas un grand rendement, très sincèrement. Et donc voilà, il n'y aura plus de tri mécanobiologique, alors que ça reste, c'est pas très vieux non plus. Et voilà ce que c'est un tri mécanobiologique. D'accord, merci. Et moi, j'avais aussi une autre question. Moi, je m'interrogeais justement parce que nous, on est un établissement avec une cuisine collective. On arrive quand même à 27 tonnes de biodéchets par an, donc ça représente quand même un volume. Et je me demande si, ben, évidemment, ça pourrait être intéressant de passer par du compostage, en tout cas pas en totalité, parce que j'ai du mal à savoir ce que 27 tonnes de biodéchets vont produire en compostage. Mmh. Je ne sais pas si vous Alors, avez un ratio, vous, ou pas. alors, non, je n'ai pas beaucoup de ratio, mais c'est pas beaucoup plus faible. Si je Ah dis oui, parce qu'en poids, en fait, c'est le volume qui fait. On a l'impression que c'est beaucoup. Mais j'ai pas de ratio, donc je préfère pas avancer. Effectivement, là, j'aurais pas de ratio. Euh, donc non, je sais Et pas, mais moi, j'aurais juste une petite question pour vous, Madame Joyeux. Du coup, c'est qui votre prestataire de ramassage de vos biodéchets? nous, on est avec AgriValor, donc ils font de la méthanisation. Mhm. Et derrière, je sais qu'ils fabriquent de l'électricité parce que on a une ville, ben, pas très bien, mes collègues du territoire vont savoir sans doute. À Ribeauvillé, en fait, on a un spa. Et Ribeauvillé, je crois qu'il chauffe en fait avec la méthanisation. Ok. C'est c'est top. Mais du coup, c'est un réseau d'eau chaude ou c'est un réseau de vapeur qui va produire de l'électricité avec des turbines? Je pense, alors je ne connais pas assez, hein, mais je crois que j'aurais dit le Ouais, c'est deuxième. pas très grave. Voilà. Ok. Et vous utilisez, bon, comme vous êtes un exemple, enfin,
comme vous, justement, vous avez déjà mis en place ces biodéchets, vous utilisez des sacs ou c'est en vrac? C'est quoi votre mode, Ah, effectivement? alors, du coup, on a des bacs. Mhm. Donc, si vous voulez revenir à la diapo là, d'avant, donc on n'est pas sur les seaux, on n'est pas clac, 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 clac. On est sur des bacs avec top, voilà. On est sur des D'accord. bacs roulants de 120 Ah, litres d'accord. exactement, avec des sachs biodégradables. Ok, ok. Et donc, en fait, on les met directement à la plonge. Donc, on a tous les déchets qui sont issus de la restauration qui vont dedans. Et après, on arrive quand même à collecter des déchets issus de la table parce qu'on a travaillé sur la sensibilisation au niveau de notre salle à manger. Et là, en fait, moi, mon objectif, c'est d'amener justement une table de tri en salle de restauration Ok. pour trier encore davantage le biodéchet parce que je vois bien que les plongeurs ont parfois du mal à trier le biodéchet du déchet ménager, des pots de yaourt, etc. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas ça qui est mis en place. Euh, voilà. Donc, après, on a notre prestataire qui vient 2 fois dans la semaine. Et en fait, son camion, il vient, il prend nos bacs. Et après, ils ont un système de rinçage de nos bacs. Voilà, donc je voyais, vous parliez de désinfection des bacs. Ben, c'est vrai qu'ils sont. Alors, je vais me renseigner parce que ça m'a mis la puce à l'oreille. Je ne sais pas si nous, notre prestataire en interne, enfin, si la personne qui s'occupe de nos poubelles désinfecte les bacs ou s'ils sont seulement rincés grâce au prestataire. Mm. Après, vous avez l'avantage, c'est vrai que par exemple, quand vous mettez des sacs, bah, automatiquement, ça va un peu diminuer la nécessité d'un lavage plus. Mais normalement, oui, faut quand même le faire. Ouais, oui, c'est quand même crapouillant, hein, ça sent Ah, quand même, hein. on est quand même sur des bio. Ah oui, oui, bah, c'est ce que je disais. C'est pour ça que je disais, quand vous pensez que c'est passé du coup dans une autre catégorie, c'est que vraiment, vous n'avez pas. Enfin, que l'odeur est très très forte. On Voilà, reste sur. après, il faut un local réfrigéré. Alors, c'est vrai Oui, que je vous voyais parler de 140 mètres carrés et vous n'avez pas développé ce point. Clairement, nous, on en est loin des 140 mètres bah, carrés. Voilà, on a un certain nombre de bacs et en fait, on fait une rotation. Enfin, non, on ne fait même pas de rotation parce que le gars, il vient, il décharge nos bacs, il les rince et il les repose. je vous avouerai, c'est pour ça que je n'ai pas trop allé, parce que c'est vraiment des chiffres de l'ADEME qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Mais je n'avais pas beaucoup d'autres chiffres. C'est vrai que c'est pour ça en fait parce que je ne suis pas non plus trop d'accord dessus, vu Ah la non, variabilité qu'il peut nous, y avoir sur les bacs que vous mettez en place, sur le circuit, sur le taux de collecte, etc. voilà, Donc le c'est pour nombre ça de ça collectes, ça joue en fait joue énormément. énormément. Et puis le Mais c'est nombre des de moyennes en bacs. fait. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un local réfrigéré. Ça, c'est sûr que c'est indispensable. C'est vrai que je ne l'ai pas ajouté, mais oui, effectivement, le local réfrigéré, ça- enfin, c'est beaucoup mieux contre les nuisances. Par ailleurs, la question sur les déchets. En gros, on a trouvé que 3 kilos de biodéchets donnaient 1 kilo de compost. Donc, si vous Ah, avez ok. Donc on est quand même 63 sur un facteur de tonnes, 3. Merci, merci, merci beaucoup pour cette info. et Un- pour un- rebondir aussi par rapport à vos c'est plateaux de... 3 contre 1. 3 kilos de biodéchets donnent 1 kilo de compost. oui, Ah oui. et pour rebondir aussi sur votre question par rapport au plateau de tri et tout ça, nous actuellement on est en train de travailler pour référencer Green Office. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros c'est un fournisseur qui fait les poubelles pour le tri. Donc vous aurez ça dans notre catalogue très prochainement. Ok, Euh, ben, écoutez, ça m'intéresse aussi beaucoup parce que derrière, nous, ça nous amène quand même en fait, la simple question de travailler la table de tri m'a amené à plein d'autres questions sur la plonge. Mais donc, ça, c'est très intéressant, ouais. Je, euh, je vais me renseigner par la suite, en tout cas. Merci, oui.
Après, j'aurais bien aimé avoir le retour des autres participants, à savoir un peu comment vous êtes organisé aujourd'hui, quels prestataires vous utilisez, combien de tonnes de biodéchets vous faites par an, un peu pour qu'on se situe dans ce webinaire. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut intervenir en fonction de ce qui se fait déjà. Oui, moi je vais prendre la parole. Donc, alors, je ne pourrais pas vous aider pour savoir ce que je fais parce que, comme je vous l'ai expliqué au départ, je ne fais pas grand-chose. Juste, j'aimerais revenir sur l'aspect de contrôle. C'est-à-dire qu'il y a une réglementation qui a été mise en place, apparemment depuis 2016, si j'ai bien compris. Qui contrôle et quelles sont, est-ce qu'il y a des amendes, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on risque si on ne met rien en place, par exemple. Alors, ce n'est pas du tout le but, hein, mais c'est juste pour savoir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, là, je vous avouerai que vous mettez une colle sur mais je pense que c'est de l'ordre c'est la direction générale de l'environnement. Mais comme je vous le dis, ils ne le font pas souvent. Mais je pense que pour moi, c'est un peu. Si je dis pas de bêtises, vis-à-vis. Généralement, quand vous fautez un peu sur les tri à la source, c'est aux alentours de 75 000 euros, les risques. Mais vraiment, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc, il faudra regarder. Peut-être que tu peux regarder, Uri. Là, je ne sais pas précisément. Pardon. Et du coup, quel organisme contrôle? C'est qui gère à contrôler ça? C'est les municipalités? C'est les directions générales du ministère de l'Environnement qui elles-mêmes vont faire les directions départementales. Mais comme je vous le dis, c'est un peu, en plus vous étiez là justement au dernier webinaire, pour Ouais. l'instant il n'y a pas de contrôle, clairement. Faut pas, c'est pour ça aussi que généralement je ne le dis pas trop, du coup j'en oublie même, on oublie même le contenu, parce que c'est pas l'idée vraiment de faire peur, euh, parce qu'effectivement il y en a très peu. Il y en a très peu, ils n'ont pas les moyens en fait de contrôler même sur des contrôles des HS, etc. Enfin, voilà, personne ne va mettre des amendes souvent sur ça. À part sur les déchets dangereux, là, ils sont beaucoup plus attentifs. Mais sur les déchets comme ça, non, on est vraiment sur du volontarisme. Okay. Bon. Après, donc, pardon. Ouais, j'ai bien compris que la base, c'est à peser un peu pour savoir où on se situe, pour pouvoir mettre des choses en place. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Donc, ce principe de gaspillage alimentaire, je pense que c'est un peu d'utilité publique. Est-ce que justement, il y a des aides? Est-ce qu'on peut avoir des accompagnements à ce niveau-là par l'État ou par d'autres organismes, que ce soit financière ou pas, hein, pas forcément financière, mais… Oui, oui, oui. Vous avez vous avez des associations. Je crois que vous avez Ma Cantine. Alors, je ne sais pas si c'est réservé qu'à la restauration collective. Sur le gaspillage alimentaire, il y a beaucoup de choses qui ont été. Oui, Je oui. peux rebondir sur le point de Ma Cantine. En fait, Ma Cantine, c'est une plateforme en ligne qui a été mise en place. Elle vous accompagne en fait sur vos pesées. En gros, c'est un outil qui vous donne des supports pour faire les pesées. Bon, là, Lucas n'est pas allé dans le détail, mais en gros, pour faire un état des lieux, avant de commencer tout processus de réduction des déchets, il faut d'abord analyser vos déchets. Donc, c'est ce qui vous avait présenté dans les 5 flux. Et dans ce cadre-là, avec Ma Cantine, vous avez des tableaux, tout simplement. Et ensuite, vous avez un accès en ligne qui est gratuit et qui est d'abord plus approprié pour la restauration collective, mais qui peut aussi aller dans votre domaine. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette base. Mais en pratique, c'est un peu plus compliqué quand vous n'avez pas un responsable ou quelqu'un qui a été nommé pour suivre le projet, parce que ça demande quand même d'aller un peu plus loin dans la compréhension des documents et de le mettre en place. Donc, par exemple, ils vont vous demander de faire un état des lieux des suivis. Par la suite, une semaine après, 1 mois après, de voir ce que vous avez pesé. Il y a des conseils pour réduire les déchets, notamment, ça passe par ce que Lucas il a dit, faire des recettes un peu plus goûteuses, en mettre un peu moins dans les assiettes, réduire les portions pour permettre aux gens de mieux manger et surtout de finir leurs assiettes et de mieux acheter aussi derrière pour réduire le gaspillage alimentaire de la base même.
Donc, si vous voulez, dans le résumé, je pourrais vous ajouter le lien sur ma cantine. C'est tout à fait gratuit. Et il y avait même une série de webinaires qui avaient été organisés par l'État. Je pense qu'ils sont disponibles en rediffusion. Donc, voilà un peu. Et Lucas, je te laisse finir du coup. Merci bien. Oui, moi, je pense que tu as très bien répondu. Alors, si juste je peux intervenir du coup pour Bien monsieur. sûr. Nous, on avait fait une démarche, donc ça s'appelait Maison Gourmande à l'époque, je dirais qu'il y a au moins 3 ans, parce que c'était avant le Covid. On s'était inscrit pour un accompagnement, en fait, qui avait duré, je ne sais plus exactement, bien un an. Hein. Bien un an. Et justement, nous, on avait mis en place les pesées. Effectivement, c'est ce qui permet vraiment de réaliser le gâchis. Parce que c'était des choses que, voilà, c'est vrai qu'on jette sans trop se poser de questions. Et là, voilà, c'était sans appel, quoi, on va dire. Au niveau des pesées, on s'est pris des chiffres en pleine tête. Et derrière, du coup, on a pu mettre des actions en place. Donc, nous, effectivement, on a mis déjà un logiciel repas, ce qui nous a permis de pouvoir identifier chaque résident avec leur goût, voilà, tout ce qui est aversion. Donc, ça a déjà, on va dire, limité au niveau du gaspillage. Après, donc c'est en place depuis 2 ans à peu près. Donc, on travaille sur notre logiciel, on est avec Datamil. Et actuellement, on voudrait encore pousser un peu plus loin. Et le but, en fait, c'est d'identifier les petits mangeurs, les gros mangeurs, où là, on peut vraiment cibler les quantités. Donc, nous, on a fait un réel travail, on va dire, ces 2-3 dernières années, voilà, au niveau des quantités, au niveau du fait maison, parce qu'on s'est aperçu que on achetait peut-être trop de produits tout faits. Et puis, du coup, voilà, moi, ça ne me convenait pas. On a quand même des compétences, on a 5 cuisiniers dans notre structure. Donc, pour moi, c'est important de valoriser le travail. Et puis, voilà, on a les compétences qui sont là. Après, bien sûr, il y a besoin d'un suivi. Et le fait d'avoir fait beaucoup plus de maisons, on a beaucoup plus de retours. Les gens sont plus positifs et ils nous le disent clairement, quoi, que c'est bon. Mais par contre, c'est ce que je disais à ma collègue tout à l'heure, je pense qu'on n'a pas assez poussé. On s'est arrêté à l'étude qui avait été faite. Et c'est vrai que depuis, je n'ai jamais refait de pesée. Donc, je pense que là, ça va être un point que je vais remettre en place pour vraiment pouvoir comparer les premières fois de peser. Et maintenant, je pense qu'on a réellement réduit, quoi. Il y a eu des fois où on pouvait balancer jusqu'à 40 parts parce que voilà, on a encore une difficulté, c'est qu'on n'arrive pas à gérer au niveau du personnel. On n'a pas d'inscription du personnel qui se fait en amont. Donc là, c'est encore compliqué de gérer. Donc, c'est pour ça qu'on est en train aussi de travailler sur ce point-là. Mais voilà, de 40 parts, où là, actuellement, des fois, on finit avec 2 ou 3 parts, quoi. Donc, je pense que le fait de repeser tous les déchets nous permettrait vraiment de réaliser ce qu'on a fait comme travail, quoi. Mais voilà, ça s'appelait Maison Gourmande. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais il vous accompagne, vous avez un interlocuteur. Et le but, en plus, avait été aidé parce que ceux qui y participaient, je crois qu'à la fin, ils devaient avoir 1 200 € ou quelque chose comme ça. Voilà, de ce que je me rappelle, quoi. Moi, j'ai juste une question par rapport au repas qui restait. Du coup, vous les jetiez? Parce que là, il y a vraiment tellement d'applications pour les données ou autres. Alors, par exemple, To Go en justement, nous, on jetait. Alors ça, c'est une grosse question, un gros questionnement pour moi. Et alors, c'est vrai que j'ai plein de choses en tête, mais je ne sais pas comment m'y prendre. De tout ce qu'on voit actuellement, en fait, moi, dans l'idéal, dans mon idée, j'aurais souhaité, alors je pense que tout le monde a connaissance de ces distributeurs qu'on voit un peu partout. Mais moi, je m'étais posé la question, est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas mettre un distributeur dans notre établissement et au moment, la fin des repas, de ce qui est non consommé et non sorti de la cuisine, bien sûr, de pouvoir l'utiliser et le mettre en vente dans des distributeurs. Mais voilà, ça, c'est une idée que j'ai eue, mais je n'ai pas approfondi les choses et je ne sais pas par où commencer. Donc, si vous avez des infos, je suis preneuse. Cette thématique, enfin, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que j'en parlais avec ma collègue Emmanuelle Gentil. Elle est plutôt sur les sites avec vous, elle vous accompagne dans vos appels d'offres. Elle me demandait de faire un prochain webinaire sur la thématique du gaspillage et des déchets, mais plutôt aspect limitation, qu'est-ce qu'on fait des plateaux restants. Donc, je pense que c'est la prochaine thématique qu'on va aborder en essayant d'avoir quelqu'un du ministère pour avoir plus d'éléments d'information. Là, c'est encore en réflexion.
Et encore pour rebondir sur ce que vous avez dit, la démarche de gestion des déchets, c'est vraiment une démarche qui s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire que c'est une démarche qui prend du temps à faire. Et ça, il faut en être conscient dès le début. Il faut avoir un tableau de bord pour un suivi, pour vraiment mesurer, entre guillemets, l'efficacité de ce qui est déjà mis en place ou voir la différence en fait, des actions que vous ferez concrètement sur le terrain et pouvoir aussi le chiffrer parce qu'au final, certes, on réduit les déchets, mais c'est aussi, on génère de l'argent en plus. Et avec l'inflation, je pense que c'est vraiment un enjeu très important. Je me permets de rebondir là-dessus, effectivement. Il y a au niveau des déchets, donc quand ça va en DOM, sachez toujours qu'aujourd'hui, il y a quand même l'augmentation en vue de la taxe générale des activités polluantes donc qui est payée par ceux qui traitent les déchets, qui va énormément augmenter à partir de 2025 et les biodéchets, eux, en sont exempts. Donc, normalement, on peut imaginer effectivement que la collecte aura un prix, on peut avoir un prix, on peut estimer fixe voilà, au niveau du tonnage. Ils ne sont pas dépendants des taxes, parce que évidemment, ce n'est pas des activités polluantes. Donc, ils vont beaucoup moins, surtout si vous êtes en site d'enfouissement. C'est vraiment quelque chose qui, si vous faites un calcul en coût global, va vraiment pouvoir vous rapporter. On va arriver à 65 € sur la TGAP en enfouissement. Mais voilà, donc pour continuer ce que Aury vient de dire, c'est vraiment au niveau du budget, ça peut vraiment faire la différence. Moi, je vais dire par rapport à la certification. Pardon. Il y a des critères justement sur le tri des déchets. Est-ce que du coup, ça ne devrait pas justement déclencher des contrôles par rapport au retour de certification des établissements de santé? Sur la HS, Oui. j'en ai pas entendu parler. Je ne sais pas si les experts de la HS, donc dans tous les cas, ça jouera sur la notation du critère. Mais de là, ce qu'ils vous dénoncent, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas s'ils ont comme consigne, effectivement, de faire remonter au ministère ce qu'ils peuvent voir dans les établissements de santé. Mais effectivement, ce serait une possibilité, mais je n'en ai pas connaissance. Non, mais ce serait plutôt positif, au contraire. Enfin, je veux dire, ça permettrait de faire bouger certaines lignes pour des gens qui ne voudraient pas s'y mettre. C'est intéressant. Et les deux, voilà. On pourrait être dans une écologie plus punitive. Ouais. Mais voilà, aucune idée. D'accord, merci. On pourra potentiellement approfondir sur ce point pour vous faire un retour. Du coup, aujourd'hui, pour vous, à quelle étape de la chaîne le gaspillage est plus important? En production, au niveau de la cuisine. C'est-à-dire, est-ce que vous avez un exemple? Moi, je trouve que à la sortie des plateaux, à la sortie de la plonge, ça va encore. Mais par contre, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont jetées au niveau de la cuisine et de la production. Et c'est lié par rapport à quoi? À des DLC dépassés? Enfin, ça, c'est plutôt une gestion d'approvisionnement ou même c'est dans la préparation du repas en lui-même? Oui, puis ce qui pèse aussi très, très lourd, bizarrement, ce sont les sauces, en fait. Ce sont tous les jus. Alors, on peut avoir de la matière lourde, mais on peut avoir aussi tous les liquides. Et les liquides, moi, j'ai remarqué qu'ils pesaient lourd. J'imagine bien. Du coup, là, si je peux me permettre, je pense que on a eu le même souci, mais on voit bien, en fait, c'est de la surproduction. Les équipes de cuisine, alors surtout dans les milieux EHPAD, je me suis aperçue d'une chose, c'est qu'on a souvent l'impression de ne pas mettre grand-chose dans les assiettes. Mais si les équipes ne vont pas voir ce qu'il y a en reste dans les assiettes, on n'arrive pas à régler le problème. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'établissement. Je suis cuisinière de base. Ça fait 4 ans que j'ai pris la responsabilité du service. Avant, je ne sortais jamais de ma cuisine. Je ne voyais pas ce qui revenait dans les assiettes, tout ça. Ce qui m'a permis vraiment de réaliser
le déchet, c'était vraiment d'aller au contact des résidents, d'aller questionner les résidents et d'aller voir ce qui restait. Et quand je fais à l'heure d'aujourd'hui un retour à l'équipe cuisine, bon, j'ai du mal déjà à sortir. Voilà, on sait, les cuisiniers ont du mal à sortir de leur cuisine, ça c'est clair. Mais par contre, voilà, je fais beaucoup de retours, je leur dis ce que moi les résidents me disent. Mais j'ai mis longtemps en fait à leur faire comprendre qu'ils avaient trop. Voilà, moi c'est à chaque fois le retour que j'ai dans les résidences, c'est on a trop à manger. Ils n'ont aucune activité, ils le disent. Mais effectivement, à rentrer dans la tête des cuisiniers, c'est très compliqué. Donc, on était aussi en surproduction. Donc, au fur et à mesure, on y a été gentiment. Hein, on a réduit. Actuellement, on réduit encore et on s'aperçoit qu'il y a encore du gâchis alimentaire. Par contre, il y a peut-être plus de gâchis au niveau des restants de plateau, je dirais, à l'heure d'aujourd'hui, qu'au niveau cuisine. On a réussi à maîtriser ça, quoi. Je vous dis, il y a des fois, même ça leur fait peur parce qu'on finit avec 2-3 portions. Donc, moi, je suis contente parce qu'on n'a plus trop de gaspillage au niveau cuisine, mais je peux comprendre leur inquiétude. Bah ouais, s'il y a un plateau de renversé ou si on a 2 personnes qui se rajoutent, effectivement, des fois, on peut être limite, quoi. Par contre, on n'est plus sur des 30 ou 40 parts qu'on balançait comme à une époque. Mais c'est vraiment essentiellement de la surproduction. Et comme vous disiez bien, le liquide pèse lourd. Nous, on s'apercevait qu'il y avait à peu près 15 litres de soupe, donc 15 litres, 15 kilos environ, de soupe par service qui partent à la benne. Mais dans leur tête, voilà, il y avait une limite dans la braisière. Ils ne voulaient pas être inférieurs à cette limite. Mais voilà, après, c'est vraiment des réflexes, des habitudes, en fait, qu'il faut faire changer. Et ça, c'est un peu plus compliqué, ça prend du temps. Mais c'est faisable. Et vous parliez tout à l'heure d'identification des gros mangeurs et des petits mangeurs. Comment vous faites ça? Alors, ça, c'est par rapport à une carte plateau. Chaque résident a une carte plateau. Donc, on identifie leur goût, leurs besoins, s'ils sont mixés, en texture mixée, hachée ou normale, s'ils veulent un laitage, s'ils veulent un fromage. Et dans le logiciel, était convenu lors de la mise en place du logiciel d'identifier les petits mangeurs et les gros mangeurs. Donc, chose c'est un peu compliqué parce que du coup, on n'a aucune identification sur notre carte plateau à l'heure actuelle. Mais voilà, on est en train de travailler. Normalement, il y a un moment donné, sur la carte, on arrivera à avoir un signe qui nous permettra de mettre moins à ceux qui veulent moins et de mettre plus à ceux qui veulent plus, quoi. Donc, le menu plus, voilà, on a une option, on va dire, où là, ce qu'on appelle, nous, la note, au-dessus de la carte plateau, où là, quand c'est vraiment un mangeur qui veut plus, on marque menu plus. On va dire c'est manuel, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est vraiment un signe que le cuisinier puisse voir directement si c'est menu peu ou plus. Et même, j'ai poussé le truc un peu plus loin. J'ai fait des recherches sur le format des assiettes. Donc, on a trouvé un format d'assiette un peu plus petit. Voilà, c'est pas mis en place, mais voilà, on y travaille et je pense que ça peut être une des solutions pour que les cuisiniers sentent moins le fait on met pas beaucoup dans les assiettes, quoi. Voilà, ça peut être un outil qui peut permettre de faire avancer les choses, quoi. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'avant, dans la restauration classique, on avait travaillé sur le format des assiettes et on voit bien que ça joue énormément sur la quantité qu'on peut servir. Moi, j'avais aussi une autre question quand vous parliez des pesées. Moi, je me rends compte qu'on parle de 27 tonnes de biodéchets chez moi, mais j'ai la sensation que j'en aurais presque plus. Parce qu'en fait, on me dit un bac, c'est 120 litres, c'est 120 kilos, mais je suis sûre que ça pèse plus. Quand je vois le poids du truc, je ne suis pas sûre. Comment vous avez organisé votre pesée? C'était à l'assiette? C'était vraiment au bac? Comment ça s'est fait? Alors, en fait, nous, on a 10 chariots de débarrassage, qu'on appelle des chariots de débarrassage. Donc, à chaque personnel qui sont partis de débarrasser, quand ils faisaient le retour en plonge, il y avait un agent de service qui récupérait tout ce qui était les sacs avec les déchets. Donc là, on avait vraiment identifié les biodéchets parce qu'on avait séparé les pots, je crois. Pendant la période des pesées, il me semble de tête qu'on avait vraiment séparé. On avait essentiellement les biodéchets. Donc, il y avait un agent qui attendait en plonge, qui prenait les sacs et qui les pesait, en fait, tout simplement. Et pareil, au côté cuisine, il pesait tous les restants de service à la fin du service. Mais c'est dommage, j'ai pas pris les chiffres, mais je crois qu'il y a un coup, on a dû monter à 180 kilos.
pour un repas. Donc, sur une journée, en moyenne, voilà, ça pouvait varier de 200 à voire 300 kilos par jour. Donc, on est un établissement avec 236 résidents. Voilà, ça fait quand même un peu de volume, quoi. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis que pour moi, ça serait important, et je pense que je vais y travailler pour le mettre en place, de repeser, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis sûre, de toute façon, qu'on a fortement diminué, quoi. Et puis, de toute façon, on l'a bien vu au niveau de nos budgets, parce que, ben voilà, hein, comme tout le monde, on a subi l'inflation. À l'heure d'aujourd'hui, donc là, on a refait les calculs donc, avec ma collègue. Au tarif 2021, on a un excédent de 40 000 € supplémentaires. Donc, si on n'avait pas subi cette inflation, notre budget, on serait bien inférieur à celui qui nous est alloué, quoi. Donc, que les autres années, on était toujours en dépassement, parce qu'on a toujours été en dépassement. Mais là, sans cette inflation, cette année, c'est sûr qu'on aurait été inférieur. Moi, au niveau du budget, je peux juste ajouter qu'effectivement, nous, on a mis le tri en place depuis 2017. Donc, ça fait 5 ans et on a bien le retour de notre baisse des déchets ménagers et voilà, de notre production de déchets biodéchets. Et au final, l'un dans l'autre, ce que je gagne d'un côté, je le dépense de l'autre. Donc, je suis à l'équilibre entre 2017 et 2022 de mes dépenses. Alors qu'on sait que, effectivement, peut-être que vous disiez la TGAP va augmenter. Donc là, on peut s'attendre à avoir quand même peut-être une différence du fait que les déchets ménagers, ça risque d'augmenter. Mais en tout cas, pour mes biodéchets, aujourd'hui, je suis à l'équilibre. Donc, ce que j'économise d'un côté, je le dépense de l'autre. Mais par contre, mon circuit, il est correct, quoi. Alors, je ne sais pas, les autres, si vous avez pu analyser vos dépenses et… Après, là-dessus, je ne pourrais pas vous répondre. C'est vrai que je ne sais pas du tout, nous, en quantité et en coût. Je n'ai pas les connaissances des chiffres là. Moi, j'avais une question sur votre façon de travailler. Est-ce que vous travaillez via des fiches techniques, un peu à tout le monde ou pas? Alors, pour notre part, on est encore à l'ancienne, on va dire. Les recettes sont dans la tête des cuisiniers. On a un service voilà, avec des cuisiniers relativement anciens qui ont l'habitude. Ça fait 20, 25, 30 ans pour certains qui sont là. Donc, effectivement, on n'a pas de fiche technique proprement dite de créer. Après, on a fait quand même un travail. On a quand même voilà, nos petites fiches recettes, on va dire classiques, où là, on a réduit un petit peu, quoi. Mais voilà, fiche technique, concrètement, non. Lucas, il y a une question pour toi. On demande, y a-t-il un grammage minimum de production par personne à respecter? Non, en tout cas, j'en ai pas connaissance. Je suis pas aussi sur… moi, ma partie, c'est généralement l'aval que l'amont de la préparation des repas. Mais ça dépend énormément de la diététicienne et du restaurateur. Je sais qu'il y a des référentiels, mais c'est juste des référentiels, ils ne sont pas forcément réglementaires. Donc, il n'y a pas de grammage minimum à respecter, selon moi. Après, peut-être que les personnes sont peut-être plus informées que moi à ce niveau-là, mais pour moi, il n'y en a pas. C'est vraiment dépendant de la restauration en lien avec la diététicienne et évidemment la personne considérée. Ouais, parce qu'on peut rebondir sur la question en regardant rapidement. C'est effectivement un référentiel. Et par exemple, il y a un GMRNC 2015. Oui, alors celui-là, effectivement, on nous le sort beaucoup, mais il est souvent respecté. Mais l'association qui l'a faite n'existe plus aujourd'hui. Alors, il faut savoir que le GMRCN, c'est une recommandation et non une obligation. Oui, voilà. Parce que, alors, les chiffres qui sont indiqués, si vraiment on les respecte, là, c'est sûr qu'il y a du gâchis plus que plus. Pour moi, c'est vraiment incohérent. J'en ai pris connaissance lors de mon diplôme responsable restauration.
Voilà. Après, il faut s'adapter à la population. C'est ça. Présenter 160 grammes de viande à une personne âgée, c'est poubelle directe, quoi. Donc, Ouais. et ils le disent en plus, plus on met dans les assiettes, plus ça les dégoûte et ils ne le mangent pas. C'est ça. Donc, nous, on est sur du 100 grammes, 120 grammes cru et 100 grammes cuit et c'est largement suffisant, largement. En fait, ce référentiel, pour être honnête, il a vraiment été. En fait, il est beaucoup fait dans les écoles de diététique. Donc, c'est sûrement pour ça que vous l'avez eu au moment de votre diplôme, mais c'est un pur objet du lobbying. En fait, il n'est pas du tout. Nous, c'est parce que c'est souvent quand on intervient dans les établissements, on dit oui, mais parce que moi, je respecte ça, mais ce n'est pas réglementaire du tout. Comme je vous l'ai dit, ceux qui en sont responsables n'existent plus aujourd'hui, la personnalité morale n'existe plus. Donc, ça n'a vraiment aucun. Voilà, c'est ni réglementaire, c'est vraiment des recommandations. Et je suis totalement d'accord avec madame. En fait, c'est beaucoup plus une appréciation précise des personnes et qui va vous rendre performant, à la fois en termes de gâchis et aussi au niveau du plaisir des résidents au niveau de leur alimentation. C'est vraiment un sujet de l'ordre de la diététicienne, je pense, dans l'établissement, de recalculer les apports recommandés, qui est tellement lié à l'activité, à la corpulence, à des critères qui rejoignent ce que vous disiez, madame, dans les plateaux plus, les plateaux moins, voilà, et de l'appétence des gens pour tel ou tel type d'aliment aussi. Certains vont adorer la viande et vouloir des rations un petit peu supérieures et d'autres seront attirés par d'autres aliments. Mais bon, les apports recommandés définis, enfin, calculés par la diététicienne en fonction des résidents, c'est peut-être le plus juste, je pense. Mais il n'y a pas toujours une diététicienne. Ouais. Mais avoir les fiches, effectivement, ça Ouais. aide beaucoup. C'est vraiment cette formalisation, elle est quand même très bien pour tout, à la fois pour la réduction du gaspillage et pour surtout bon, ça va aller. Bon, il vous sera fortement recommandé du coup de collaborer avec une diététicienne pour tout ajustement de menu ou autre. Ils seront plus aptes à vous répondre qu'un référentiel pris sur Internet. On a peut-être. Si je peux rajouter, dans notre établissement, on n'a pas de diététicienne. Après, ce qui est important, c'est de rester proche des résidents, tout simplement. Donc, dès que possible, voilà, moi, je vais carrément à la rencontre des résidents qui sont en capacité de me répondre. Et eux-mêmes vont vous dire ce qu'ils ont envie de manger, s'ils ont un petit appétit ou un gros appétit. Une diététicienne, c'est très bien. Après, voilà, quand on n'en a pas, c'est possible de faire aussi autrement, quoi. C'était par rapport aux critères nutritionnels aussi. Un résident qui pourrait être peu attiré par des protéines pourrait avoir des conséquences. Voilà, c'est aussi pour que soit pris en compte l'aspect nutritionnel de ces choix. C'est pour ça que je me permettais de parler des diététiciennes. Après, c'est vrai que voilà, dans ces cas-là, c'est important, mais voilà, nous, on a un service infirmier, médecin qui sont assez pareil, proches des résidents. Oui. Donc, dès qu'il y a un besoin d'enrichissement des plats, tout ça, c'est encore ils un interviennent. Voilà, c'est eux qui interviennent, ils nous demandent et voilà, il y a ce qu'il faut sur les plateaux, quoi. Ok, bon, si vous avez plus de questions et que c'est tout bon pour vous, on va peut-être conclure ce webinaire. En tout cas, on vous remercie d'avoir participé et puis on espère avoir répondu au mieux à vos questions et merci d'avoir partagé votre expérience parce que je pense que ça peut être très, très pertinent pour tous ceux qui sont en début de processus. Nous, à notre niveau, on va essayer de vous accompagner. J'ai bien retenu la thématique de la lutte contre le gaspillage. Donc, je vais voir ce que je peux faire pour l'aborder dans un prochain webinaire, notamment pour proposer, par exemple, une collaboration ou autre par rapport au plateau repas restant ou aller un peu plus dans le détail dans la stratégie elle-même. Donc, voilà. Et pour ceux qui ont l'habitude, j'aime bien, j'ai un sondage, j'aime bien que vous y répondiez. Comme ça, j'ai vos retours et je peux adapter les sujets qui peuvent vous intéresser et ajuster le webinaire. Et je vous enverrai le support par mail pour ceux qui me l'ont envoyé ou pour ceux qui se sont inscrits à la formation, parce que j'ai le résumé, mais bon, comme ce n'est pas tout le temps en phase. Et sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi.
Je vais vous envoyer. Merci à tous. Merci Au à revoir. vous. Très bon après-midi. Merci, bon après-midi. Merci. Bon courage. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.